Donc, j'inviterai maintenant M. Picard de la PPA. Bonsoir, allez-y. Votre micro. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, membres de la Direction générale, des directions d'unités et des services centraux, je vous remercie de nous recevoir en audience lors de ce conseil extraordinaire. Le 20 avril 2016, je me tenais devant vous pour dénoncer les conditions de travail difficiles des employés des ressources humaines suite à des années de coupures et à une restructuration menée à l'automne 2015 suite aux recommandations de firmes comptables totalement insensibles aux facteurs humains. Je dénonçais l'expertise démantelée, le manque de formation, les tâches imposées, la période de flou total qui régnait, la surcharge de ces employés déjà à bout de souffle et à qui on annonçait une autre vingtaine de coupures dans leur département. Mais qui étais-je, simple technicienne en administration, à côté d'illustres décideurs, pour avertir du chaos qui régnerait dans ce département qui, après tout, ne fait que gérer les conditions de travail de 16 000 employés. Le travail est une activité grâce à laquelle une personne gagne sa vie, c'est-à-dire une activité rémunérée. Quand cette rémunération est modifiée et que l'on n'obtient pas de réponse à ces questions, la frustration et le mécontentement montent en flèche. Le démantèlement des ressources humaines et les coupures de personnel ont emmené un nombre incroyable d'erreurs dans les paies et les avantages sociaux, pour ne parler que de ces dossiers. Peut-on en vouloir à des employés surchargés qui se font répondre par leurs supérieurs d'attendre que la personne appelle pour se plaindre avant de corriger son dossier? Le problème, c'est que, comme dit si bien l'intersyndicale CSDM, c'est qu'il n'y a plus de réponse au numéro composé. Et ce, pour tout ce qui touche nos conditions de travail, du congé de maternité aux affichages de poste, en passant par les assurances collectives. Et ces problèmes peuvent potentiellement toucher chacun de vos 16 000 employés. Problèmes que vous avez le privilège de ne pas connaître ou que vous réglez par un simple coup de téléphone. Et toutes les personnes qui n'obtiennent pas de réponse de leur employeur se tournent naturellement vers le syndicat pour en avoir. Nous tentons d'aider le mieux possible, mais nous n'avons pas les outils nécessaires pour toujours bien le faire et ce ne devrait pas être au syndicat d'endosser cette responsabilité qui revient à l'employeur. La fixation du retour à l'équilibre budgétaire a fait des ravages auprès de vos employés qui, pour plusieurs, se sont retrouvés en épuisement professionnel. 44 des personnes en invalidité le sont pour des raisons psychologiques. Ces personnes ont dû faire face à un bureau de santé dont le premier objectif est de ramener les soldats épuisés au combat. Les expertises médicales se sont multipliées à outrance. Expertises faites par des médecins dont on peut raisonnablement douter de la partialité, puisqu'il s'agit de lucratifs contrats pour eux et qu'ils ne désirent sûrement pas les perdre. Comment peut-on juger de la santé d'une personne en 15 ou 20 minutes seulement et contre l'avis de son médecin traitant qui suit son patient depuis souvent plusieurs années? Hippocrate doit se retourner dans sa tombe. L'employé forcé à un retour au travail n'a souvent pas le choix parce qu'il ne peut assumer la conséquence financière d'un refus puisque ses prestations d'assurance salaire seront coupées. S'ensuit alors une détérioration de sa santé tant physique que mentale et le jour où il n'en peut plus de pleurer dans son bureau, on lui refuse un nouvel arrêt de travail et la possibilité d'aller se faire entendre en arbitrage par un troisième médecin. Il ne lui reste donc que l'assurance emploi-maladie, en espérant être guéri dans les 15 semaines suivantes. Ceux qui choisissent l'arbitrage par un troisième médecin se retrouvent sans le sou du jour au lendemain et doivent souvent subir une longue période d'incertitude. Depuis la restructuration des RH, nous sommes maintenant tous des fraudeurs potentiels aux yeux du bureau de santé si nous avons la malchance d'être malades. Beaucoup d'efforts sont mis pour penser aux différents moyens de rétention du personnel, mais vous avez encore beaucoup de pain sur la planche pour retenir vos employés qui se sauvent dès qu'ils en ont la possibilité. Des départs ont lieu régulièrement et plusieurs songent à une rétrogradation pour sortir d'un milieu de travail toxique pour leur santé, faute de mieux.
Et je parle pour tous ceux qui n'arrivent pas à accumuler assez d'heures par semaine pour avoir une paye décente ou des conditions favorables à leur cheminement professionnel, qui sont épuisés et ne se sentent ni écoutés, respectés et encore moins appuyés. De 2010 à 2017, le personnel administratif et technique a perdu 245 postes, soit 19 % de son effectif. Vous m'excusez donc de ne pas applaudir à la mince injection de 32 postes, qui ne changera pas grand-chose à la réalité de travail de plusieurs de nos membres. Merci, Denise. Au 1er juillet 2018, après des années de coupes et d'abolitions de toutes sortes, nous atteindrons enfin l'équilibre budgétaire. On se dit que, enfin, nous pourrons commencer à oxygéner les milieux, surtout les services centraux et les écoles primaires, où le personnel administratif est à bout de souffle, et ce, depuis des années, ainsi qu'une bonification des postes en service direct aux élèves, tels que les techniciens en documentation, en loisirs, en travail social ou en travaux pratiques. Pour une bonification au 1er juillet prochain, c'en est toute une, mais pas à l'endroit où nous l'espérions. Il faut croire que plusieurs personnes avaient hâte à l'équilibre budgétaire, car une fois ce dernier atteint, nous assistons à une explosion de l'offre de services de cadres. Mais ce n'est pas une nouveauté, car la commission scolaire avait déjà créé 2 précédents par le passé. Au service des technologies de l'information, elle avait aboli 6 postes de techniciens en informatique afin de créer 5 postes de régisseurs. Par la suite, la CSDM a aboli 3 postes d'analystes au Bureau des services conseils en assiduité au travail pour créer 3 postes de conseillers en gestion de personnel. On parle toujours de postes cadres. Si ça avait bien marché à l'époque au service informatique et au bureau de santé, pourquoi ne pas rééditer l'expérience à un niveau encore plus élevé? Ainsi, 6 postes de techniciens d'administration au service de ressources financières se voient abolir afin de créer 7 postes de cadres supplémentaires de cadres. 4 régisseurs et 3 agents d'administration viendront gonfler l'offre de services en gestionnaire. J'oubliais par contre de souligner que 2 postes de coordination y avaient aussi été abolis pour mieux être recréés en tant que direction adjointe. Moins de bras dans ce service, mais davantage de cadres. Mais le service de ressources financières n'est pas le seul dans son coin, loin de s'en faut. Ainsi, le service de ressources matérielles, dans la foulée des investissements ministériels pour la réfection, construction et autres agrandissements des écoles, est allé de l'avant avec de l'ajout de gestionnaires. Un nouvel adjoint, 6 coordonnateurs, 3 régisseurs, 2 agents d'administration et 1 contremaître viendront bonifier l'équipe de gestion pour un total de 13 ajouts. C'est donc dire que dans 2 services centraux, on y ajoute un total de 20 cadres supplémentaires. Est-ce tout? Oh que non! Selon les rumeurs qui circulent, le service de la gestion des personnes et du développement des compétences ne serait pas en reste. Tout d'abord, dans son bureau de la paie et des avantages sociaux, on y abolit le poste d'une technicienne d'administration pour y créer un poste de régisseur. Ensuite, selon la rumeur, on y suit la tendance générale en y faisant une mise à niveau de son personnel de coordination. Les coordonnateurs des bureaux de la dotation, de la paie, des avantages sociaux, du recrutement et de santé deviendraient tous des directions adjointes. Idem au service des technologies de l'information qui perdrait son coordonnateur pour y gagner un directeur adjoint supplémentaire. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps de la réaction de la population au lendemain des subventions accordées à Bombardier. Les hauts dirigeants de ce fleuron québécois en avaient profité pour ajuster à la hausse leurs conditions de travail et financières, et ce, au grand mécontentement des payeurs de taxes. Assistons-nous au même phénomène à l'échelle scolaire? En tout cas, dans le discours d'explication d'un directeur de service rencontré, tout porte à le croire. Quand nous a tenu le même discours que les hauts dirigeants de Bombardier, on n'a pas le choix d'agir de la sorte si nous souhaitons attirer et garder le personnel dans nos services. Voir de telles actions se réaliser au lendemain d'années où vous avez demandé à votre personnel d'accepter des abolitions de postes sur l'autel sacrificiel de l'atteinte de l'équilibre budgétaire, ça frise l'indécence. De l'extérieur, ce que l'on voit, c'est que les gestionnaires des services centraux pigent à 2 mains dans le plat de bonbons après des années de famine. On semble oublier que s'il y a des services centraux, c'est parce qu'il y a des écoles. Et s'il y a des écoles, c'est parce qu'il y a des élèves à l'intérieur. Et s'il y a des élèves, c'est à eux que devraient aller les fruits du retour à l'équilibre budgétaire. Vous allez alors sûrement nous répondre que les services ont été bonifiés dans les établissements. L'ajout de 1,37 surveillants d'élèves, il en manque quand même 7,94 pour retrouver le niveau de 2010. L'ajout de 2,55 techniciens de travail social, il en manque quand même 1,85 pour retrouver le niveau de 2010. L'ajout de 0,3 techniciens de loisirs, il en manque quand même 2,38 pour retrouver le niveau de 2010. L'ajout de 0,05, non, je m'excuse, il y a eu une correction. La coupure de 0,15 techniciens de travaux pratiques,
Il en manque quand même 15 pour retrouver le niveau de 2010. L'ajout de 0,8 techniciens en documentation, il en manque quand même 7,34 pour retrouver le niveau de 2010. Pourtant, parlant des techniciens de documentation, il existe une politique à la CSDM, la 2009-1, qui cite textuellement que la CSDM doit promouvoir dans chacun des milieux la création d'un lieu culturel, comme la bibliothèque scolaire, qui pourra être l'âme de l'établissement, en assurant les moyens nécessaires à son animation. Force est de constater que l'application des politiques est à géométrie variable, surtout lorsque dans certaines écoles secondaires, les bibliothèques sont fermées 50 du temps. S'il manque 35,49 postes afin de retrouver la hauteur des services offerts aux élèves en juillet 2010, Madame Ariel-Bourdon, j'ai 4 pages à lire. Je vais aller le plus vite possible, mais je ne peux pas skipper quelque chose qui touche 5 000 de mes membres. Je trouve que c'est important qu'on prenne le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Je comprends, M. Picard. Je comprends. Je vais y aller rondement. Oui, mais on pourra s'en parler après. Continuez. Donc, s'il manque 35,49 postes afin de retrouver la hauteur des services techniques offerts aux élèves au 1er juillet 2010, ça n'est pas plus rose dans les autres secteurs. L'informatique, par exemple, compte sur 11,5 ressources de moins qu'en 2010. Cet état de fait ne doit pas être étranger au ratio complètement dément qui affecte le personnel technique et opérateurs en support aux établissements. On parle de plus de 1 600 à 1 700 appareils informatiques à supporter par personne. On se demande ensuite les raisons de l'insatisfaction des usagers face aux outils informatiques. Pourtant, on avait fait miroiter à cette équipe que le STI travaillerait fort pour augmenter son personnel. Au global, on parle de l'ajout de 0,3 opérateurs dans l'ensemble de la commission scolaire et d'une réduction de 0,2 pour la classe technique. Une chance qu'il y a eu des créations ailleurs dans la commission scolaire, car au STI, proprement dit, on y diminue un poste de 100 à 60 %. Et n'oubliez pas que dans ce service-là, on a 5 régisseurs et 2 directions adjointes. Au niveau du personnel administratif, ce n'est guère mieux. Un exemple parmi tant d'autres, on a aboli un poste de secrétaire d'école pour le recréer sous forme de secrétaire de gestion. Une grosse économie, ça. 1 sou de l'heure d'économie. Au lieu de gagner 23,77 $, on versera 23,76 $. Mais cette économie ne durera que la taille d'une année scolaire, car l'an prochain, ces 2 corps d'emploi auront le même rangement et les mêmes échelons salariaux. Au global, on parle d'un ajout faramineux de 27,33 postes dans le secteur administratif. Ça en prendrait 143,35 pour revenir à la hauteur de ce qu'il y avait en 2010. Serez-vous surpris d'apprendre que c'est dans ces corps d'emploi, secrétaires d'école et de gestion, agents de bureau classe 1, classe 2, classe principale et de techniciens d'administration qu'on leur retrouve le plus haut taux d'épuisement et de détresse psychologique? S'il y avait un endroit où l'employeur devrait mettre l'emphase, c'est bien là. Nos écoles débordent et nous n'avons jamais été autant en sous-effectif pour faire face à la demande. Nous avons besoin de bras supplémentaires tant dans les établissements que dans les services centraux. C'est à ces endroits que l'employeur aurait dû privilégier un réinvestissement, pas dans l'ajout de cadre. Ce n'est définitivement pas de cette façon que vous parviendrez à attirer et garder votre personnel qui donne le vrai service. Toujours dans le registre de l'attraction et l'attention, je m'en voudrais de passer sous silence les années difficiles que vit le personnel en service de garde. Lors des présentations des plans d'effectifs, on n'en fait jamais grand cas, mais il y a quand même un plan d'effectifs dans chaque service de garde, ce qu'on appelle le rappel, et qui affecte le personnel éducateur. Depuis quelques années, nous avons assisté à des diminutions significatives de temps dans plusieurs postes des éducatrices et éducateurs de la commission scolaire. La présence enfant n'est pas touchée, mais les temps de réunion, de planification et de préparation en ont pris pour leur rhume. Comme les postes en service de garde se doivent d'être autofinancés, nous avons cru, à tort, que les diminutions des subventions ministérielles étaient responsables des coupures de temps dans les milieux. Mais la vérité est ailleurs. Le ministère a bien changé les règles de financement, mais les services de garde ne sont pas en difficulté financière pour autant. Bien au contraire, car des surplus sont enregistrés dans de nombreux endroits. On parle alors de plusieurs dizaines de milliers de dollars par établissement qui ne servent pas à bonifier les postes du personnel des services de garde concernés. À ces dizaines de milliers de dollars enregistrés en surplus, il faut aussi questionner la ponction de 10 % pour frais d'administration et les 2 ponctions de 4,2 % en réserve d'absentéisme. Alors qu'à l'époque, le 10 % pour frais d'administration faisait en sorte que le personnel des services de garde était bien desservi par des ressources dédiées à ce secteur d'activité, une conseillère en gestion de personnel, 2 techniciens d'administration, 2 agents de bureau, une technicienne d'organisation scolaire, une conseillère pédagogique. Il en reste quoi maintenant? Mais la ponction de 10 % pour frais d'administration continue, elle, d'être prélevée. Et 2 ponctions de 4,2 % en réserve d'absentéisme pour faire quoi? Selon les échos en provenance des milieux, les problèmes de remplacement n'ont pas été à s'améliorer année après année et les dépassements de ratios sont maintenant devenus la norme.
Quand une éducatrice s'absente et qu'elle n'est pas remplacée, on doit répartir la vingtaine de jeunes composant son groupe aux autres éducatrices. Quand c'est une surveillante de dîner qui s'absente, ce sont 35 enfants à répartir dans les autres groupes. Alors imaginez ce qui se produit lorsque 4 éducatrices et 2 surveillants de dîner sont absents sans être remplacés. Et ça n'est même plus exceptionnel. Ces dépassements de ratios vécus au quotidien sont comme le supplice de la goutte d'eau. Jour après jour, notre groupe est souvent en dépassement, mais les renforts tardent à venir. Comment voulez-vous attirer du personnel supplémentaire en service de garde lorsque les conditions d'exercice sont aussi peu attrayantes avec des postes à moins de 22 heures semaine étalés sur 3 blocs de travail, avec un strict minimum de temps de préparation et de planification? Vous avez pourtant implanté une politique sur la qualité en service de garde, mais on a la qualité qu'on se donne en fonction des moyens mis à la disposition des milieux. Quand on préfère générer des surplus au lieu d'en faire profiter les enfants qui les fréquentent... Vous avez dépassé le 15 minutes. Je me reste juste ici, Mme Marelle-Bourdon. Mais malheureusement, il n'y aura pas de questions. C'est correct. Quand on préfère générer des surplus au lieu d'en profiter les enfants qui les fréquentent, on fait le choix d'affamer son personnel et courir le risque de les voir quitter pour des commissions scolaires environnantes qui sont prêtes, elles, à offrir des conditions de travail attrayantes pour leur personnel. Et cet état de fait est valable pour l'ensemble du personnel syndiqué de la CSDM. En tant que l'un des plus importants employeurs de la région métropolitaine, la commission scolaire se doit d'être proactive pour endiguer le flot de départ. Elle doit agir à tous les niveaux, pas seulement celui des postes de direction de tout acabit. La PPA et ses membres vous tendent la main. Nous pouvons faire partie de la solution. Encore faut-il avoir des canaux de communication fonctionnels dans les deux sens. Lorsque je me présente devant vous pour dénoncer des choix réalisés par l'employeur, c'est en tant que président élu du plus grand syndicat de soutien scolaire de la province. C'est pour les défendre que mes membres m'ont élu il y a maintenant 3 ans à la tête de la PPA. L'un de mes devoirs, c'est l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de nos membres, et c'est textuellement prévu dans nos statuts règlements. Mesdames et messieurs les commissaires, en tant qu'élus, vous aussi, il est de votre devoir de défendre vos circonscriptions, de défendre vos milieux et surtout de défendre bec et ongle vos écoles publiques et les élèves qui les fréquentent. Et ce n'est pas le fruit d'une politique CSDM, c'est la loi sur l'instruction publique qui le prévoit à l'article 176.1. Alors faites les choix des plans effectifs en gardant en tête à qui vous êtes redevable. Aux dirigeants des services centraux et de la direction générale ou aux membres de la communauté qui vous ont fait confiance aux élections scolaires en 2014. Pour ma part, j'ai rempli mon devoir devant vous ce soir et vous, allez-vous faire le vôtre. Alors, simplement, M. Picard, vous rappelez que c'est plus de 118 postes qui sont ajoutés dans le plan d'effectifs pour votre syndicat. Entre autres, beaucoup de techniciens en éducation spécialisée, des postes de secrétaire ou d'agents de classe 1 ou 2. Vous parlez de certains postes qui ont été transformés. En fait, ce sont de vos membres qui ont des avancements professionnels avec aussi une majoration de leur salaire pour la supervision, entre autres aux finances. Donc, c'est des gens qui étaient vos membres qui accèdent à différents postes. Et juste vous rappeler que quand on regarde au prorata avec d'autres commissions scolaires de beaucoup plus petite taille, nos gens qui encadrent des employés à la commission scolaire, pour le même salaire et parfois moins, parce qu'ils n'accédaient pas aux mêmes échelons que ce qu'offraient d'autres commissions scolaires, eh bien, ces gens-là géraient beaucoup plus de personnes que dans d'autres commissions scolaires. Alors, je vous remercie infiniment pour votre présentation. Je pensais que vous allez vous réjouir ce soir des 118 postes, mais on aura l'occasion de pouvoir s'en reparler. Merci.